Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Quand on est au bas de l'échelle, On ne fouille pas dans le tiroir du haut. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 37e Formule Express de retour à l'écran. Après Peur sur la ville, Flic ou voyou, Le Guignolo et Le Professionnel, on poursuit notre tour d'horizon des films de Jean-Paul Belmondo au cours des années 70, 80 et 90 avec un retour sur Le corps de mon ennemi, 7e collaboration entre le réalisateur Henri Verneuil et notre bébelle nationale. Avec un singe en hiver commence la fabuleuse association Belmondo-Verneuil. C'était en 1963 la consécration pour Jean-Paul Belmondo, partenaire de Jean Gabin. Ce fut un succès. Un an plus tard, le comédien et le metteur en scène se retrouvent pour 100 000 $ au soleil, réussite encore plus spectaculaire, 450 000 entrées en exclusivité parisienne. L'année d'après, c'est Week-end à Zuidcote. D'après le célèbre roman de Robert Merle, près de 500 000 entrées sur Paris. Il est vrai que Belmondo est devenu entre-temps un des premiers noms du cinéma français. Quand ils se retrouvent en 1971 pour le Casse, ils sont l'un et l'autre ce que les Américains appellent des money makers, des faiseurs d'argent. Un roman de David Goudis, la présence d'Omar Sharif et quelques cascades bien réglées font un triomphe, 800 000 entrées à Paris. Alors, Verneuil et Belmondo décident de devenir les propres producteurs de leurs films. Ils suppriment les intermédiaires dès 1974 avec Peur sur la ville, un bébel en pleine forme et des cascades superbes. Le résultat ne se fait pas attendre, 840 000 entrées. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Les deux hommes sont en effet en ce cœur des années 70 parmi les plus bankable du cinéma français. Rien de plus logique donc à ce que le duo Belmondo-Verneuil poursuive sa collaboration en profitant de la totale liberté que le succès leur a permis d'acquérir depuis qu'ils ont décidé de produire et distribuer leurs films seuls. Nous produisons nos films. Et ce n'est pas parce que nous voulons être producteurs, ce n'est pas que nous avons une joie incontrôlable et inespérée de devenir producteurs, c'est pas ça. C'est parce que être producteur, c'est un moyen. Pour nous, c'est un moyen de faire le film que nous voulons, dans les conditions que nous voulons. C'est tout. Une liberté qui va donc les motiver, avant même la sortie et le succès qui a suivi de Peur sur la ville, de rempiler ensemble sur un nouveau projet. Henri Verneuil, qui puise régulièrement son inspiration dans les livres qu'il achète ou reçoit, comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode consacré à 1000 milliards de $, se voit remettre en main propre le roman Le corps de mon ennemi par l'auteur lui-même, membre de l'Académie française, Félicien Marceau. Le récit d'une vengeance construit sous forme de flashback. En gros, c'est un personnage qui a été victime d'une injustice, qui a été en prison pour un crime qu'il n'a pas fait. Il revient dans la ville pour d'abord trouver qui a fait le crime et qui l'a fait envoyer en prison. Voilà, en gros. L'auteur dénonce également dans son livre l'hégémonie de plusieurs grandes familles sur certains pans de l'industrie hexagonale, notamment le textile dont il est question ici. Marceau, en le donnant à Verneuil, a en effet l'espoir que son livre séduise le réalisateur pour qu'il l'adapte pour le grand écran. Et bien évidemment, ses espoirs ont été récompensés. Le réalisateur se reconnaît en effet dans ce personnage issu comme lui de la classe ouvrière, qui a subi tout au long de sa vie les moqueries puis le mépris de ceux que l'on nomme les bien-nés, qu'il a croisés. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que ce sera, jeune homme? Je voudrais un cahier de brouillon à 50 centimes, s'il vous plaît. Je voudrais 3 cahiers cartonnés, un cahier à dessin et une boîte de couleurs. Certainement, mademoiselle. Je mets sur le compte, mademoiselle. S'il vous plaît. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Tu m'excuseras, fiston, c'était la petite Plouguigard. c'est là, je crois, qu'a commencé ma haine. À cause du fiston, à cause de la priorité, à cause du tu. Moi, tu. Elle, oui, mademoiselle, certainement, mademoiselle, sur le compte de mademoiselle. C'est vraiment avec un profond sentiment de justice que plus tard, beaucoup plus tard, j'ai couché avec elle. Verneuil achète donc les droits du livre et propose au romancier de l'adapter avec lui, avec la collaboration du célèbre scénariste et dialoguiste Michel Audiard.
Ce dernier, qui n'avait plus travaillé avec Verneuil depuis Mélodie en sous-sol en 1963, est particulièrement emballé par cette histoire qui va lui permettre de s'attaquer à l'une de ses cibles favorites, la bourgeoisie. Avec Marceau et Verneuil, on a adapté ce livre parce que quand même, il y a fidélité bien sûr, mais il y a transposition très souvent. C'est inévitable. Il faut tout de même faire un film pour faire du cinéma. Surtout qu'il y a une trame policière tout de même dans le truc. Alors je veux pas employer le mot suspense car c'est pas un film à suspense. Mais il y a une trame policière. Une trame policière qui sera tout de même très éloignée de celle du précédent film du duo, Peur sur la ville. Si les trois hommes veillent à ne pas décevoir le public de Belmondo en façonnant un personnage qui reste fort et viril malgré les épreuves qu'il a subies, ils décident tout de même de n'inclure aucune scène d'action qui viendrait perturber le récit. Ça n'est pas un film d'action, mais vous savez, les films d'Henri Verneuil, il y en a eu avec action et il y en a eu sans action. Un singe en hiver avec le même Belmondo était un film sans action. Le Casse et le clan des Siciliens ou Peur sur la ville était un film avec action. Celui-là, nous avons toujours le support qui est un suspense pendant tout le film, mais on ne tire pas de coups de revolver. Il faut de temps en temps laisser reposer les armes. Verneuil, Audiard et Marceau décident également de conserver la structure du récit faite de nombreux flashbacks, un choix qui obligerait Belmondo à se grimer, mais que Verneuil va solutionner de la plus simple des façons. Oui, quand j'ai lu le roman, j'ai eu très envie de porter le roman de Félicien Marceau, qui est un très beau livre, à l'écran, mais il y avait une difficulté. Comme vous venez de le dire, l'histoire se passait sur 20 ans. Au cinéma, il est facile de grimer quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui et d'en faire un personnage de 70 ans. On lui fait une tête, il joue son rôle de 70 ans, et puis quand on lui enlève le maquillage, il redevient ce qu'il est, et tout va bien. Mais là, ça se passait sur parfois 12 ans ou 15 ans. Il est très difficile par le maquillage, et puis j'ai horreur de maquiller, je préfère que les acteurs soient tels qu'ils sont. Et donc, c'était difficile sur 12 ans de faire un Belmondo d'aujourd'hui et un Belmondo d'il y a 12 ans. Et puis, j'ai donc hésité longtemps avant de décider ce film. Et puis un matin, en me souvenant d'une scène qui s'était passée il y a 10 ans, j'ai revu tous mes partenaires tels qu'ils étaient à l'époque, et moi, je me voyais avec la tête d'aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé, si vous voulez, la solution du problème qui se posait, c'est-à-dire que Jean-Paul, quand il se souvient et qu'il raconte ce qu'il a vu il y a 15 ans, il joue avec la tête d'aujourd'hui. Le trio va mettre près d'1 année à achever le script qu'ils vont présenter à Jean-Paul Belmondo. La star est tout d'abord réticente, décontenancée par ce scénario qui met l'action totalement de côté. Il craint tout d'abord que son public ne suive pas ce virage, mais c'est grâce à l'enthousiasme de Verneuil qui va le convaincre de bousculer un peu son image que Belmondo finit par accepter le film. J'aime bien l'action, mais là j'en ai fait un petit peu trop, disons, je veux pas me faire cataloguer que dans l'action. Je reviens un peu à des films que je faisais au début de ma carrière. C'est un choix ou bien il se trouve qu'Henri Verneuil vous a proposé actuellement ce scénario? C'est-à-dire, oui, non, on ne se réveille pas le matin en se disant je vais arrêter ça. Et Verneuil est venu un jour avec le livre de Marceau, m'a dit de le lire et m'a dit si ça te plaît, en fait, le livre m'a plu et disons, là, j'ai été tenté par l'aventure. Je ne crois pas qu'on puisse se dire, vous savez, dans une carrière, maintenant je veux faire que ça, que s'il faut... Moi j'aime bien laisser venir les choses et avoir l'envie. Et souvent, on me dit des fois que je ne tourne pas avec des jeunes metteurs en scène, mais si on m'amenait une chose qui me plaît beaucoup, je tournerai. Vous êtes prisonnier de l'image que se font certains metteurs en scène de vous? C'est sûr, on est toujours un peu victime d'une image, et sans doute aussi souvent que des jeunes se disent bon, moi si je vais trouver Belmondo, il n'acceptera pas parce qu'il y a toujours une légende autour d'une vedette, disons. Et c'est faux, je crois que je suis ouvert à tout le plus possible. Belmondo craint surtout que Verneuil, avec qui il aime travailler, finisse par proposer ce film qui lui tient particulièrement à cœur à quelqu'un d'autre. Le réalisateur est en effet profondément attaché à cette histoire qui lui permet d'aborder un véritable sujet de société sous la forme d'une satire politique, mais également de convaincre le public et la critique qu'il n'est pas uniquement un simple faiseur de spectacle. Absolument. Vous savez, Marceau est un grand spécialiste de Balzac. Il a écrit ce merveilleux livre, cet énorme livre, Balzac et son monde. Il connaît bien, donc, Balzac. Et j'ai retrouvé dans le dernier roman de Marceau vraiment un Balzac moderne. Alors c'est formidable de trouver un Balzac et un Balzac de 1976.
ça aussi, ça m'a donné envie de raconter cette histoire. Belmondo ayant donné son accord définitif, Verneuil va embaucher un casting 4 étoiles pour entourer la star. Bernard Blier jouera le rôle du grand patriarche Liégard, le grand magnat des affaires qui règne sur la ville de Cournay, cité industrielle fictive du nord de la France où se situe le film. Le nom de Cournay étant la contraction du nom de deux villes belges, Courtrai et Tournai. Marie-France Pizy endossera elle le costume de la fille de Blier. Une quasi-première pour l'actrice peu habituée à être à l'affiche d'un film dit populaire. Oui, moi j'étais très contente d'interpréter ce rôle, d'abord parce que c'est pas très courant que dans les films de Verneuil-Belmondo il y ait des rôles de femmes intéressants. Et là, ce qui était très intéressant, c'était que c'est un personnage d'une fille de la haute bourgeoisie des filatures du Nord, qui est à la fois en révolte contre sa famille, comme ça assez dure, un peu snob, et en même temps qui a avec Belmondo des rapports tendres, amoureux, très ironiques, très persifleurs, et on s'est beaucoup amusé à jouer sur ce registre-là. C'est un film que vous avez joué avec Verneuil et c'est la première fois que vous jouez avec lui, je crois. Oui, c'est la première fois que j'aborde le cinéma dit populaire. Alors, quelle est la différence avec l'autre cinéma ? Pour moi, la différence essentielle comme comédienne, c'est que j'étais très étonnée du peu de répétition pour les comédiens. Mais ça, je crois que c'est parce que Verneuil découpe beaucoup, c'est des plans toujours très courts, et que Belmondo arrive sur le plateau sans répéter. Je veux dire, il est bon dès la première prise, et on a vraiment intérêt à côté de lui à plonger très vite et à savoir ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps de travailler sur le plateau même. On nous a roulés, François. Toi, je ne sais pas. Moi, surtout. J'étais quand même des leurs. Ils auraient pu prendre des gants. Quand j'ai compris qu'on m'avait sacrifié aux intérêts de la tribu, je suis tombée de haut. Moi aussi, de temps en temps, je tombe de haut. Mais je mets 7 ans à me relever. Le piège. Un pour moi, un pour toi. On retrouve également quelques fidèles de Belmondo comme Charles Gérard, Michel Beaune et Claude Brosset. Viennent compléter le casting François Perrault, Nicole Garcia et Bernard-Pierre Donadieu. 20 000 francs. Et vous en toucherez autant tous les premiers du mois une adresse que je vous demanderai d'avoir l'obligeance de m'indiquer. Quelles sont les servitudes ? Vous quittez la ville. Il y a un excellent train pour Paris à 14h30. Qui dois-je remercier ? Là, vous exagérez un petit peu. Comme on dit vulgairement, faut pas pousser. Voilà. Eh bien, je suis content que ça se passe en douceur. J'avais un petit peu peur que vous refusiez l'argent. On ne sait jamais une bouffée de romantisme. Un coup de tête. C'est jamais la solution, le coup de tête. Non. Mais c'est une idée. Derrière la caméra, Verneuil s'entoure également de cadors comme Jacques Momont au son, un homme qui aura travaillé sur plus de 160 films, notamment de Truffaut, Tati, Godard, Costa-Gavras et Verneuil bien sûr. À la lumière, un autre grand nom du cinéma français, celui de Jean Panzer, un fidèle de Bertrand Blier. Et au costume, on retrouve Jacqueline Moreau qui aura travaillé sur la quasi-intégralité des films de Bertrand Tavernier. Après avoir collaboré avec le grand Ennio Morricone sur ses 5 précédents films, Henri Verneuil fait appel cette fois-ci à Francis Lay, un grand fidèle de Claude Lelouch, pour composer la musique du film. Francis Lay, qui a obtenu un Oscar en 1970 pour la musique de Love Story, composa également de célèbres génériques pour la télévision comme celui du cinéma de minuit de FR3. Le tournage du Corps de mon ennemi débute le 28 avril 1976 à Lille et ses alentours. Verneuil a en effet choisi la capitale des Flandres pour donner vie à la ville fictive de Cournay. Le réalisateur multiplie les lieux de prise de vue aux 4 coins de la cité pour donner un maximum d'air à son long métrage. La mairie de Lille collabore entièrement avec la production, acceptant même de couper tous les parcs-mètres présents sur les lieux de tournage. Les parcs-mètres n'existant pas encore à l'époque où se déroule une large partie du film. Beaucoup de lieux que l'on voit dans le film ont malheureusement disparu aujourd'hui, comme le stade Grimont-Pré-Joris dans lequel déambule Belmondo, détruit en 2010. D'autres sont toujours là, comme la discothèque Le Macumba dans la banlieue lilloise, ou l'usine textile dirigée par Blier, transformée depuis en centre universitaire. Tout ça a bien changé. L'expansion, mon vieux. On vit à l'heure américaine. Et il n'y a pas que la ville qui a changé. Les gens aussi. Tu ne vas plus rien reconnaître, mon pauvre François. Tiens, même moi. Si je reste 6 mois sans aller dans un quartier, je ne m'y retrouve plus. Ça pousse tous les jours. Si je te disais que la population a presque doublé. 2 fois plus de cons. Ça paraît impossible. De toute façon, ça ne change rien puisque rien ne changera jamais dans cette ville qui n'est pas une ville.
mais un temple élevé à la prospérité et à la grandeur du textile. Ailleurs, c'est le sucre, le pinard, le pneu, le nougat, la bagnole. Ici, c'est le textile. Personne n'y échappe. On ne vit que par et pour le textile, de la naissance à la mort. Le textile, la perpétuité. Le fameux trou dans le sol devant lequel Belmondo se remémore les événements tragiques qui l'ont envoyé en prison montrait les prémices du chantier du futur palais du nouveau siècle, toujours présent aujourd'hui, initié par l'ancien maire de Lille, Pierre Mauroy. Verneuil restera dans le Nord pour quelques scènes à Roubaix et à Tourcoing, puis finira son tournage dans la banlieue parisienne pour quelques scènes d'extérieur. Le tournage se déroule dans une très bonne ambiance, la complicité et la confiance entre le réalisateur et la star restant toujours très fortes. Avant même la sortie du film, les critiques s'interrogent toutefois. Le duo Verneuil-Belmondo a-t-il finalement cédé à la facilité, malgré la promesse d'une prise de risque en proposant au public un film différent, plus profond et moins spectaculaire que les précédents ? C'est, par exemple, dans Le corps de mon ennemi, je suis producteur avec mon ami Henri Verneuil. Un film qui coûte très très cher et nous l'avons financé tous les deux, donc c'est déjà un gros risque déjà, vous savez, parce que contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas sûr et évident que tout le monde va rentrer, donc c'est déjà un risque. C'est déjà en plus un film de Marceau, donc c'est d'après un roman. Si le film a beaucoup de succès, ce que je pense et ce que je souhaite, on dira que j'ai joué la facilité. Et si le film ne marche pas, on dira Belmondo a fait un bide sans plus. Le corps de mon ennemi sort dans les salles le 3 octobre 1976. Si certains critiques ne sont une nouvelle fois pas tendres avec les champions du box-office, qualifiant le film de lourd et désuet, d'autres notent le virage courageux vers un cinéma plus engagé, tenté par la paire Verneuil-Belmondo. Le public habitué aux exploits de Belmondo se montre lui un peu décontenancé. Si Le corps de mon ennemi fait mieux que l'Alpaguer que la star a tourné pendant la longue phase d'écriture du film de Verneuil, il signe au box-office un score très en deçà de celui de Peur sur la ville avec un total de 1 800 000 entrées, et ce malgré une énorme campagne de promotion orchestrée une nouvelle fois par René Château. Si les deux hommes ne s'attendaient pas à battre le score de Peur sur la ville, ils sont tout de même déçus de l'accueil mitigé du corps de mon ennemi. Belmondo changera une nouvelle fois son fusil d'épaule en enchaînant avec le tournage de L'Animal signé Claude Zidi, renouant avec un gros succès commercial. Verneuil, lui, poursuivra sa route vers un cinéma engagé avec la mise en chantier de I comme Icare avec Yves Montand. Le duo se retrouvera quelques années plus tard pour une ultime collaboration qui verra naître Les Morphalous. Pour aller encore plus loin sur la fabrication du corps de mon ennemi, j'accueille mon camarade de retour à l'écran, Mick. Salut. Alors Mick, tu vas nous parler notamment mise en scène, décortiquer le travail de Henri Verneuil sur ce film, mais avant cela, raconte-nous comment tu as découvert ce film. Alors moi c'est un peu bizarre parce que je n'ai pas souvenir réellement de ma découverte. Je devais être gamin, j'ai dû le voir sur TF1 ou sur FR3, enfin l'ancien France 3, mais j'ai pas un souvenir très fort comme ça de ma découverte. En revanche, j'ai dû le revoir en VHS et je pense que c'est toi qui avais dû me prêter la VHS dans les années 90. Et là, comme j'étais un peu plus grand, j'ai compris un peu l'intérêt du film, ça m'avait plu. Et c'est surtout un film que j'ai vu comme ça tous les 5-6 ans. Et à chaque fois que je le revois, il y a une petite strate supplémentaire que je comprends ou qui me parle un peu plus en vieillissant. Et là, je l'ai revu pour le podcast et je trouve vraiment qu'il a plein de choses hyper intéressantes à la fois dans son sous-texte et à la fois dans sa fabrication. Et voilà, c'est surtout ça, moi, que je retiens, un film que je découvre un peu dans le temps. Alors moi j'ai découvert ce film à la télévision sur TF1 au milieu des années 80, comme la majorité des films de Belmondo, et je m'attendais pas du tout à ce genre de film de sa part, parce que j'avais pas encore vu Stavisky, et donc j'étais plutôt habitué aux professionnels, flics ou voyous, etc. Et c'est vrai que je m'attendais plus donc à un film d'action ou alors une comédie, genre L'Animal, et pas forcément à un thriller politique. Mmh. Mais je me suis totalement laissé prendre par cette histoire qui est quand même super bien écrite, les dialogues d'Audiard, la mise en scène de Verneuil. Voilà, en fait, j'avais vraiment adoré dès la première fois. Alors comme toi, je le revois régulièrement, tous les 5-6 ans à peu près. D'ailleurs, c'est un film qui repasse régulièrement sur la TNT, notamment sur Paris Première, et à chaque fois que je tombe dessus, je peux pas m'empêcher de le regarder jusqu'au bout. Et je suis aussi surtout happé par la présence et le charisme de Belmondo. Bébel, il amène vraiment un charisme à ce personnage-là.
parce que le personnage est bien écrit. Il y a un petit côté un peu qui me fait penser à Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers, tout ça, où le mec qui revient un petit peu et qui dérange un petit peu dans l'environnement dans lequel il... En moins sanguin. Oui, c'est vrai. Souviens-toi la fameuse scène de dîner, Devers il fait pas dans la demi-mesure. Hein. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille, et comme on a besoin de lui pour jouer au foot, on accuse un pauvre connard. Vous le connaissez, président? Ouais. Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! C'est moi qui parle, maintenant. C'est vrai que dans le fond, finalement, on est dans deux affaires de vengeance, enfin deux histoires de vengeance, avec un fond de football, encore une fois, dans les deux cas. Mais c'est vrai que là, Bebel est hyper pragmatique, hyper froid et hyper manipulateur aussi, quelque part. C'est le manipulé qui devient manipulateur et il le fait très bien là aussi, sans sortir de flingue, et ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette, ouais. Alors, parle-nous un peu, alors j'en parle pas dans la première partie, mais parle-nous un peu de la mise en scène du film. Oui, parce que en fait, moi, ce qui me sidère dans le film, c'est que, alors pour tous les films en général, on tourne pas dans l'ordre. Les comédiens sont pas toujours disponibles aux dates nécessaires. Ils vont parfois faire du théâtre, des séries, ils sont sur d'autres films, tout ça. Les décors, c'est pareil, qu'ils soient réels ou en studio, on les regroupe pour éviter des déplacements, réduire l'occupation des lieux et donc des coûts financiers, quoi. Et donc, au moment de tourner une nouvelle séquence, l'équipe artistique et technique doivent faire une certaine gymnastique comme ça intellectuelle pour se souvenir de ce qui a été tourné avant, ce qui peut arriver plus tôt ou plus tard dans le récit. Ça veut dire que pour le comédien, ça veut dire qu'il faut se replonger dans l'état émotionnel de la scène qui arrive juste avant dans le récit, qu'elle ait été tournée ou pas. Et ça, c'est le quotidien de tous les films. Et bien là où je voulais en venir, c'est que dans Le corps de mon ennemi, pour Verneuil, c'est vraiment du papier à musique. Car le film, en fait, il doit absolument raconter ce qu'il a raconté dans l'ordre chronologique qu'on le voit, nous, à l'arrivée. Parce que, en fait, les va-et-vient qu'il y a dans le temps, parce que le film est constamment jonché comme ça de flashbacks qui émaillent tout le récit, sont agencés avec des zooms. Il y a des zooms avant et des zooms arrière pour rentrer, pour préciser qu'on va aller vers un flashback ou sortir d'un flashback. Donc on a des zooms avant comme ça qui nous accompagnent, des zooms arrière, et puis on a aussi des répétitions de dialogue entre la fin d'une séquence au présent où il y a un mot qui est prononcé, puis on va récupérer le même mot ou la réponse à la question qui est posée dans le présent, dans la séquence qui suit, qui est au passé. Donc il y a toute comme ça une dentelle qui est construite au fur et à mesure, et ce qui rend le tournage et même la mise en forme du projet hyper complexe, hein, parce que ça veut dire que si une séquence que tourne Verneuil n'est pas parfaite, que ça soit dans l'écriture du scénario, dans le jeu des comédiens, dans le rythme, dans ce que ça raconte dans cette séquence une fois qu'elle est tournée, dans la technique employée, notamment sur la finesse des zooms, et ben en fait c'est comme si tout le château de cartes s'écroule. Donc il faut absolument que toutes les scènes qui sont prévues soient tournées dans un certain sens et appartiennent au même sens dans le montage. Donc ça veut dire que le scénario doit être béton, sans gras, que le tournage doit être ultra préparé avec minutie. Donc on sait aussi que Verneuil avait une grande réputation d'être ultra préparé, justement, il utilisait des storyboards. Hein, c'est un peu, si vous voulez, une partition, comme une partition de musique. C'est là-dessus que les mouvements d'appareil, les mouvements d'acteurs, la mise en scène, ça se pense, mais pas sur les lieux du tournage. On ne peut pas trouver des choses formidables au milieu de 250 personnes qui attendent. C'est dans le silence d'un bureau, sans personne, où on peut envisager toutes les possibilités de la mise en scène dans un décor qui est devant vous, en maquette ou en photo. Et c'est là que je prépare mes plans. Bref, c'est de la haute voltige, c'est sans filet, et c'est pour ça que Verneuil disait à propos du corps de mon ennemi que c'était un film qui lui avait demandé 30 ans de métier, quoi. Parce que tout devait être très juste, à sa place et parfait. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est un film, comme tu le disais, où il n'y a rien qui dépasse. C'est surtout un vrai défi pour garder une cohérence avec ce récit qui est bourré de flashbacks. En fait, on se sent jamais perdu dans l'histoire, qui est très compliquée finalement, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Le film est extrêmement riche, et avec un récit comme ça, qui est avec des allers-retours permanents, on ne se sent jamais perdu, et c'est vraiment un exercice de virtuose finalement que réussit Verneuil sur le corps de mon ennemi. Ouais, c'est quand même assez incroyable, surtout toutes les strates qu'il y a. Alors ça c'est dans le scénario, mais vraiment c'est assez adroit sur la manière dont
Il parle du temps qui passe aussi, je trouve, sur la société de consommation qui vraiment démarre depuis quelques années déjà et qui bat son plein. Il y a des petites piques comme ça qui sont lancées, visuelles, mais aussi au niveau des dialogues. La province fout le camp. La rue du commerce est devenue un énorme étalage qui déborde de partout, qui dévore la rue. Une ville devenue folle, hagarde. Une foire aux gadgets, aux portes béantes, en miroir, acier et plexiglas, aux slogans péremptoires, assisir, liquidation, nos prix qui pulvérisent. Un monde qui brade, qui bazarde, qui se débarrasse d'objets qui ne servent à rien qu'à être achetés. Voilà, Verneuil est ici un peu plus offensif que dans ses films précédents, en s'attaquant à de vrais sujets de société. Je parlais de virage dans la première partie que prend Verneuil avec Le corps de mon ennemi, qui sera le premier chapitre d'une trilogie que l'on peut appeler la trilogie du complot, que Verneuil va poursuivre 3 ans plus tard avec Icône Icare, avec Yves Montand, et qui s'inspire de la théorie du complot autour de l'assassinat de Kennedy, et qui fait surtout un focus sur la fameuse expérience de Milgram, une expérience qui permet d'évaluer le degré d'obéissance et de soumission à une autorité. D'un côté, une enquête policière devant un meurtre, et quel meurtre? C'est la mort d'un président. Et puis à un moment donné, cette enquête débouche sur une réflexion, et cette réflexion, c'est la soumission à l'autorité. Mais tout est faux dans cette affaire, tout. Un faux témoin, un faux coupable, de fausses douilles, de fausses dates et de faux hortensias, et un faux rapport, avec un faux zéro net. 3 ans plus tard encore, il va clore cette trilogie en 1982 avec 1000 milliards de dollars, un film que j'ai abordé dans la toute première Formule Express de Retour à l'écran, qui raconte l'histoire d'un journaliste manipulé qui se retrouve au centre d'un complot politico-financier. 1000 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires des 30 premières multinationales du monde à la fin de 1981. C'est un dossier, c'est une enquête. À travers une histoire à suspense, c'est une histoire policière, c'est une enquête qui est menée par un journaliste. C'est un journaliste qui fait proprement son travail, qui est manipulé, et à cause de lui arrive un scandale politique. C'est-à-dire qu'on se sert de lui, on se sert de ses articles, on lui donne de fausses nouvelles qu'il propage, quoi. Et à cause de lui arrive un scandale politique, qui s'aperçoit qu'on s'est un peu moqué de lui, et il décide tout seul de tirer l'affaire au clair. Si les 3 films sont extrêmement bons, ce qui clora d'ailleurs le bec aux critiques qui ont toujours craché à la gueule de Verneuil, Le corps de mon ennemi, ça reste à mon sens celui qui est le plus admirable, si je peux m'exprimer ainsi, parce que comme on le disait, il n'y a rien qui dépasse, et parce qu'il est absolument inattaquable sur le fond et sur la forme. Puis bon, il faut avouer un truc, quand t'es ultra fan de Belmondo comme moi, il y a quand même un avis ultra subjectif par rapport à ce film-là, quoi. Qu'est-ce que c'est? Merde, t'as pas vu l'écriteau? Do not disturb! Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons? Ou alors c'est qu'ils connaissent pas l'anglais. Bon bah voilà, on a fait le tour du corps de mon ennemi, j'espère que ça vous a plu. Merci Mick pour toutes ces précisions sur la mise en scène. Et bah merci de m'avoir invité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Retour à l'écran. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.